Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes très heureuses avec Catherine Rudan de clore provisoirement la discussion pour ce soir par donc une conférence à deux voix intitulée « La médiation de la musique dans l'enseignement supérieur, enjeux épistémologiques et méthodologiques ». Vous allez voir que ça va faire évidemment largement écho à des choses qui ont été dites depuis ce matin. Qu'il s'agisse des conférences ou également des ateliers de travail avec les étudiants et les étudiants. On va donc faire une conférence à deux voix à partir d'expériences et d'aventures en fait personnelles, pas personnelles au sens intime mais au sens collectif, mais des aventures auxquelles nous avons largement participé, avec Cécile Prévost-Thomas également évidemment, et donc qui vont essayer d'éclairer pour vous ce qui se joue au sein de l'enseignement supérieur, au sein notamment de l'université française, mais bien sûr en écho avec ce qui se joue ailleurs, ce qui a pu se jouer, ce qui est en train de se jouer ailleurs. Donc on vous invite bien sûr aux questions et puis au dialogue en fin de discussion sur comment ça fait sens peut-être en écho chez vous, si ce n'est pas l'université française, et ce qu'on va vous présenter là. Alors, la première chose, donc je vais tout d'abord démarrer, et puis ensuite Catherine Rudan prendra la parole et on fera une conclusion à deux voix. La première chose sur laquelle on souhaitait revenir, c'était la manière notamment dont est né le master médiation de la musique, porté donc par deux universités qui ont le nom Sorbonne à l'intérieur de leur dénomination. Rappelez que tout d'abord, ce master était une option médiation musicale, d'un master recherche à l'université qui s'appelait alors Paris-Sorbonne, Paris 4. Les histoires de dénomination n'ont pas tant d'intérêt, mais c'est rappeler qu'en fait, c'était inclus dans un master recherche, n'était pas un master à visée professionnelle. Et comment est né ce master? Là, c'est vraiment intéressant, il me semble. Il est né à l'instigation, à la demande de professionnels de la musique, puisqu'il s'agissait de l'Orchestre national d'Île-de-France, dont nous avons deux représentantes ici dans la salle. Et c'est cet orchestre qui est venu chercher une université, qui est venu chercher une UFR, donc une unité de formation et de recherche en musique et musicologie, pour leur demander de faire une formation conjointe à la médiation de la musique. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire notamment une des épreuves centrales pour valider cette option donc, du master recherche, c'était de présenter une sorte de grand oral, de présenter une conférence devant l'orchestre pour préparer les publics. Donc c'était un format particulier qui correspondait aux besoins de l'orchestre. L'Orchestre national d'Île-de-France est un orchestre qui était pionnier en la matière du côté des actions culturelles et éducatives au sein du paysage symphonique français. Et il y avait c'était une formation conjointe avec des éléments pratiques menés par l'orchestre qui mettaient à disposition l'orchestre pour la formation des étudiants, donc une mise en situation assez exceptionnelle. Et puis ensuite des enseignements plus universitaires portés donc, par Paris-Sorbonne. De mémoire, c'était 2006, l'aventure a commencé en 2006, et puis ensuite, progressivement, d'autres orchestres franciliens et parisiens sont entrés dans le jeu. L'Orchestre de Paris, l'Ensemble intercontemporain, l'Orchestre de chambre de Paris et l'Orchestre philharmonique de Radio France. Et à un moment donné, moi, on m'a demandé de prendre la direction de cette option médiation de la musique. Et une des choses dont on parlait déjà avec Cécile Prévost-Thomas depuis un moment, puisque en fait, il y avait une approche aussi du côté de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, en direction de la musicologie, pour dire, vous ne voudriez pas qu'on fasse quelque chose ensemble, parce que nous, il y a beaucoup d'étudiants en médiation culturelle qui sont des étudiants passionnés, férus de musique et très connaisseurs, et on aimerait bien les former davantage à cette question spécifique de la médiation de la musique. Donc un des enjeux dès le début, ça a été finalement d'ouvrir aussi les formats, d'ouvrir à divers genres musicaux, puisque vous voyez qu'on partait du format orchestre, conférence devant orchestre, et que très vite on a senti, même de la part des autres ensembles instrumentaux, de dire c'est pas le seul format existant, et même un orchestre qui disait nous on veut plus d'ailleurs travailler selon ce format.
Je vous passe les aventures et les péripéties. On en est donc arrivé à construire un master commun entre deux universités, donc la Sorbonne Nouvelle et Paris-Sorbonne, mais surtout avec deux champs disciplinaires différents, puisque d'un côté, on avait donc la médiation culturelle et de l'autre, la musique et la musicologie. Avec cette idée dès le départ qu'on avait affaire avec la médiation de la musique à une pratique professionnelle à la croisée de deux types de compétences, de deux types de champs disciplinaires, plutôt qu'à la croisée de deux disciplines. C'est-à-dire que la médiation culturelle telle qu'elle est conçue et telle qu'on la discute n'est pas en soi une discipline, c'est une pratique qui vient puiser dans d'autres disciplines, qu'il s'agisse de l'histoire, de l'esthétique, de la sociologie, de la philosophie et d'autres. Et en musicologie, on peut dire aussi que c'est une discipline finalement qui se définit, on en parlait ce matin, peut-être davantage par son objet musique, tout en sachant évidemment qu'il faut à chaque fois se demander ce qu'on appelle musique, mais qui elle-même aussi se nourrit de diverses approches disciplinaires, parce qu'on est plutôt ethnomusicologue, historien de la musique, alors analyste ou théoricien de la musique également, sociomusicologue et d'autres, j'en passe. Donc, dans la naissance de ce master de médiation de la musique, et qu'on n'a pas appelé master de médiation musicale, là aussi dans les discussions qu'il y a aujourd'hui, c'était important, quelle place a la musique dans ce master. On a voulu donc allier ces deux types de domaines disciplinaires, deux types de compétences, et évidemment tout de suite ça nous a interrogé sur le type d'étudiants qu'on allait recruter. Quel profil, d'où allaient venir ces étudiants et qu'est-ce qu'on allait leur apporter, comment on voulait les former. Et là pour nous ça a été aussi une question cruciale, un pari, et sur les 4 promotions dont la 4e est ici présente dans la salle, on a eu une diversité d'étudiants et d'origine disciplinaire également, des médiateurs, médiatrices très orientés, passionnés musique, on a eu des musicologues qui venaient se former à la médiation, mais aussi des historiens, historiennes d'art, des philosophes, des historiens, eux-mêmes ayant une forte pratique musicale la plupart du temps. On a eu aussi des musiciens professionnels, on a eu des enseignants de musique qui venaient en formation continue se former au sein du master. Donc vous voyez une diversité de profils, et finalement les questions qu'on évoquait sur musicologue médiateur, sur le musicien médiateur, sur le médiateur musicien, Cécile Prévost-Thomas évoquait ces questions-là ce matin, elles se posent très concrètement à l'intérieur de nos promotions, et on fait encore une fois ce pari que évidemment c'est une richesse et que de les faire travailler ensemble, bien sûr, ça va nourrir chacun par rapport à sa propre pratique et à la manière de se situer. Du côté des compétences, évidemment, quand on a formé aussi ce master, on s'est interrogé sur qu'est-ce qu'on allait apporter aux étudiants, de quelle manière, et quel type de rapport, encore une fois, au matériau musical et à la connaissance du musical. Dans ces interrogations-là, un point pour nous était central, c'était d'allier la théorie et la pratique. Là aussi, ça fait écho à des choses qui ont été dites ce matin. Et également cette idée de mise en situation qui était absolument importante et essentielle. Et là, ce qui a été un des enjeux de la formation, c'était d'ouvrir aussi les liens avec des partenaires très divers. Donc on est resté fidèle aux partenaires de première heure, donc l'Orchestre national d'Île-de-France, d'autres orchestres, mais aussi Zébrock, donc dans le chant du rock, le théâtre de l'Athénée, qui allie aussi musique et théâtre, enfin divers types de partenaires pour que les étudiants aussi puissent s'inscrire dans différents aussi champs musicaux, et puis qu'on puisse travailler aussi sur les différents types de formats et les différents types d'activités, aussi bien même si on a dit là aussi hier qu'il ne fallait pas séparer les deux, mais aussi bien dans concevoir une activité qu'être soi-même éventuellement en position de praticien de cette même activité. Donc, ce seul master existant en France intitulé Médiation de la musique, puisque finalement c'est le seul qui existe, à notre connaissance il y en a un seul aussi du côté de l'Amérique du Nord, le DESS de Médiation de la musique. Il y a bien sûr des modules de formation dans d'autres types d'institutions, mais la volonté d'avoir une formation de bout en bout qui va devenir un master complet, puisqu'actuellement c'est une deuxième année de master à visée professionnelle, eh bien c'est cette idée d'une médiation entendue au sens large, là aussi qui
part vraiment de l'expérience même des étudiants en essayant de les ouvrir à d'autres choses, à des choses lesquelles ils ne sont pas forcément a priori habitués. Je voulais juste ajouter aussi sur la question des recrutements et des compétences qu'un point pour nous aussi central, ça a été, on s'est demandé plusieurs fois, la place par exemple de la pratique musicale des étudiants qui allaient intégrer le master. Et là, on a eu vraiment des discussions serrées avec aussi les collègues qui recrutaient avec nous les étudiantes et les étudiants du master. Est-ce que les étudiants présents doivent être musiciens ou musiciennes? Quelle définition donne-t-on à ce terme? Qu'est-ce que ça veut dire? Et par exemple, un des enjeux, et sur certaines promotions, on a des étudiants qui sont très érudits dans leur domaine, extrêmement connaisseurs, qui sont des praticiens au sens de l'écoute, et pas forcément au sens de la pratique instrumentale. Mais ça, c'est des enjeux vraiment, et parfois, on a eu des discussions serrées, est-ce qu'on prend un tel ou une telle, parce que ça veut dire quoi? De pouvoir pratiquer la musique et de se mettre en situation, est-ce que c'est absolument nécessaire ou pas par rapport au type de formation que nous avons montée. Donc vous voyez dans les questions qu'on s'est posées, un peu un positionnement aussi d'équilibriste, parce qu'évidemment, monter ce type de formation, ce n'est jamais très simple, allier la lourdeur parfois administrative et les soutiens administratifs. Je dis ça parce que les étudiants savent qu'on a un petit souci avec la fin de l'école d'hiver pour une question de billets de train. Enfin, je veux pas, c'est des meilleurs. Bref, donc c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple parce que aussi, évidemment, encore une fois, les positionnements institutionnels et disciplinaires sont pas les mêmes. Hein. 2 universités, 2 départements qui n'ont pas beaucoup de choses à voir, mais ma collègue en dira un peu plus après, qui ne sont pas dans les mêmes regroupements d'universités. Vous imaginez ce que ça peut vouloir dire quand il faut avoir une maquette commune, avec des codes communs, des cours communs. Là aussi, je vous en passe, c'est des meilleurs. Mais c'est peut-être pas la question la plus centrale. C'est aussi que la ou l'interdisciplinarité est souvent valorisée. Hein, d'un point de vue de la recherche, on se dit évidemment on va gagner. Et en même temps, ça pose évidemment des questions très fortes du côté de la légitimité et de la reconnaissance. Donc ça, c'est des questions centrales que d'une certaine manière aussi, toutes les trois, finalement, auxquelles on est confrontés, puisqu'on est musicologue, sociologue, musicologue ou sociomusicologue, ou ce que vous voudrez, et c'est pas si important. Mais en tout cas, on est à la croisée nous-mêmes de plusieurs disciplines dans nos pratiques de recherche et d'enseignement. Et évidemment, c'est pas toujours simple à faire reconnaître, hein, tout simplement. Autre question également, est-ce que c'est à une université de porter ce type de master ou, on l'a vu aussi avec l'origine, plutôt à une institution elle-même ou une institution au sens professionnel qui produit des concerts, par exemple. La question aussi qui nous est posée maintenant avec le recul, c'est finalement, est-ce que il vaudrait mieux pas faire de la médiation de la musique dans un conservatoire national supérieur, une auto-école de musique, plutôt qu'à l'université? Quel est finalement l'apport de l'université si vous n'avez pas, sous-entendu pour certains, de vrais musiciens derrière, hein, qui sont là présents? Pour nous, on le pense vraiment comme à la fois, vraiment un atout, vraiment là aussi quelque chose, d'une carte à jouer pour nos étudiants. C'est l'idée aussi de cette alliance entre théorie et pratique. C'est aussi pourquoi on tient à ce qu'ils fassent un mémoire de recherche appliqué à ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train de pratiquer, mais que cette dimension-là de la réflexion, elle est vraiment essentielle. C'est toujours cette idée qu'on a affaire à une pratique professionnelle, la médiation de la musique, mais que si elle n'est pas nourrie de réflexion disciplinaire ou de réflexion intellectuelle au sens général, finalement, on va être dans des recettes, dans peut-être des clichés aussi, et que c'est absolument la mort de ce type de pratique si on n'est pas en capacité réflexive. Et pour nos étudiants, on pense vraiment que c'est quelque chose d'essentiel pour s'insérer aussi dans la vie professionnelle future. Donc voilà, un jeu d'équilibriste, un vrai pari, et puis quand on passe d'une institution à une autre, on a des choses à dire. Merci Hyacinthe. Alors effectivement, on pourrait dire que je viens juste de passer, vous savez, comme les trapézistes qui quittent un trapèze pour arriver à un autre. En fait, je viens juste d'effectuer le passage. Est-ce que j'ai franchi un Rubicon ou pas? Je ne sais pas, mais d'effectuer le passage d'une université parisienne à une autre université parisienne, avec des enjeux qui, vus d'ici, peuvent paraître un petit peu, vous voyez, les guerres de Picrocolline, mais qui en fait sont pleines d'émotions et de passion, hein, quand on est dedans. Donc j'ai changé d'université, je suis passée
de Paris-Sorbonne à la Sorbonne Nouvelle, ça n'a pas l'air comme ça d'être une immense distance, hein, et je suis passée de la porte de Clignancourt à Sancier-d'Aubenton, ce qui ne me paraît pas non plus très très loin en termes, il doit y avoir 3 km entre les deux. Et en fait, en faisant cela, j'ai franchi un très très grand fossé. Donc c'est ce fossé-là dont je veux vous parler. Pourquoi? Parce qu'il va bien vous montrer comment la médiation de la musique se situe à la fois à un carrefour entre différentes institutions et différentes disciplines, mais un carrefour qui peut, selon les cas, être vécu comme un carrefour, si vous voulez, qui relie, qui fait lien, qui fait pont entre ces différentes institutions ou disciplines, ou alors parfois qui peut être vécu comme au contraire un hiatus, quelque chose qui vient compliquer la tâche, parce que finalement, parfois, on se demande sur quel pied danse la médiation de la musique. Et de ce fait, je vais vous donner, je vais parler de ce que j'expérimente en ce moment, à la fois du point de vue institutionnel, je vais aller très vite, hein, c'est plutôt le propos que vient de vous tenir Hyacinthe Ravet, mais je vais plutôt vous parler de ce qui s'est passé pour moi, alors que j'ai évidemment les mêmes compétences et que moi je n'ai pas changé de discipline, hein, je suis musicologue, j'étais musicologue et je suis restée musicologue, mais ce qui a radicalement changé dans ce passage que j'ai effectué d'un lieu à l'autre, dans ma posture pédagogique, dans mes pratiques pédagogiques, en fait un recentrement presque copernicien dans ma manière d'enseigner, alors même que je reste une musicologue enseignant sur la musique. Et le deuxième grand volet de cette intervention, c'est ce qui a changé en termes d'étudiants que j'ai en face de moi, de compétences qu'ils ont, de compétences que je cherche à stimuler chez eux, et de la manière dont ça se passe. Et pour illustrer cette double mutation, vous l'avez compris qui va ensemble, hein, je n'ai changé de pédagogie que parce que je n'avais pas les mêmes étudiants en face de moi. Pour illustrer cela, je vous donnerai quelques exemples qui ont été pour moi, donc ce changement est tout récent, hein, j'ai changé en septembre dernier, qui ont été pour moi, on peut dire, des miracles, vous savez, ces bonheurs pédagogiques qu'on peut avoir parfois, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû expérimenter, que ce soit en tant que médiateur, en tant qu'enseignant, dans quelque situation que ce soit, ces situations où il se passe quelque chose dans le groupe dans lequel on est en train d'interagir, et où il y a vraiment comme un apport de quelque chose qui va rester comme un trésor. En tout cas pour moi, ça j'en suis sûre, je ne sais pas pour mes étudiants. Donc je vous donnerai quelques exemples de médiation de la musique telles qu'elles ont pu être mises en œuvre dans ce cursus très particulier. Alors là, je vous prendrai mes exemples en licence, donc c'est la médiation culturelle encore, mais qui sont tout à fait similaires aux types de situations pédagogiques qui sont mises en œuvre dans ce master médiation de la musique qui allie donc ces deux universités dont je vous ai parlé. Alors, en termes de discipline, j'oserais dire, même si je pense qu'il va y avoir des personnes dans la salle qui ne vont pas être tout à fait d'accord avec cette terminologie, que je suis passée d'une discipline à l'autre, c'est-à-dire que moi, musicologue, je suis passée d'un lieu d'enseignement de la musicologie à un lieu d'enseignement de la médiation culturelle. Qu'est-ce que ça a changé dans mon positionnement pédagogique? Quand j'étais en musicologie, alors je vous dis tout de suite, je vais certainement dire plutôt Paris 4 pour musicologie et l'université Paris-Sorbonne, qui est d'ailleurs maintenant Sorbonne Université, et je dirais Paris 3 pour la Sorbonne Nouvelle, de manière à alléger un petit peu, et puis parce que c'est ça qui me vient moi à l'esprit, Paris 4, Paris 3, d'accord? Donc quand j'étais à Paris 4 en musicologie, mon enseignement était tourné largement, pas à 100%, mais à 90%, dans un enseignement de contenu de connaissances, on pourrait parler d'une discipline d'érudition, qui allait rechercher, plus le cours était élevé en niveau, plus on allait chercher à détailler les choses, à entrer dans des contenus de plus en plus affinés, de plus en plus précis, et qui était orienté dans une double direction qui est celle de la discipline musicologique, enfin qui sont des directions centrales de la discipline musicologique, à savoir dans la direction de l'histoire de la musique et dans la direction de l'analyse musicale. Donc histoire, la succession dans le temps des événements qui ont été considérés comme des événements pour l'évolution de la musique, je glisse des mots subliminaux, et puis pour ce qui est de l'analyse,
considérer la musique comme un langage et analyser la grammaire qui fonde et qui organise ce langage, à travers évidemment les époques, les styles, les genres. Ça, c'était donc Paris 4. Depuis que je suis à Paris 3, le centre de mes enseignements n'est plus du tout comme cela. Du point de vue général, je vais avoir une vue beaucoup plus globale de ce que c'est que la musique. Elle va être beaucoup moins spécifiée derrière des catégorisations et des cloisonnements un petit peu solides, un petit peu parfois même rigides. Donc cette vue globale, elle va être proposée aux étudiants de manière non pas à leur apporter des contenus de connaissances en termes de contenu de savoir, vous voyez, d'apport informationnel, bien sûr qu'il y a ça, mais surtout, elle va les accompagner à trouver leurs propres repères. C'est-à-dire qu'ils vont développer, approfondir leur culture, qui est la leur, et qu'il n'est plus mon rôle, complètement en tout cas, de leur fournir, d'abonder, mais à partir de leur culture, je vais soit les tendre dans des directions qui leur sont voisines, qui leur sont sympathiques, soit les aider à approfondir cette dite culture et à construire des repères qui seront à eux et qui ne sont pas des repères considérés comme des repères normatifs valables pour tous. Et du point de vue sonore, ce qui se passe du côté de leurs oreilles, puisqu'on parle de musique, on parle bien de l'auditif, et moi en tant que musicologue, je parle de son. Et je m'attache à cela, quel que soit le contexte où on me fera enseigner, ce sera cette chose-là qui va m'orienter. Sauf que quand j'étais en musicologie, je tablais sur un certain type de compétences de mes étudiants, et quand je leur parlais de son, j'employais les noms de notes, les noms de tonalités, les noms des rythmes. Là, vous avez un rythme pointé, un rythme ternaire. Là, on est dans une carrure à 4 mesures. Donc, j'employais vraiment les dénominations, ou alors les termes, vous savez, les termes harmoniques. Ici, vous avez votre 5e degré, votre dominante, votre 7e majeur. Vous voyez, ce genre de choses. Alors que du côté Paris 3, si je laisse ça évidemment à disposition pour les étudiants qui en sont demandeurs, en tout cas, je leur propose surtout des moyens d'organiser leur perception auditive en fonction de eux, ce qu'ils ont déjà comme bagage musical, qui n'est jamais nul puisqu'ils se sont inscrits dans un cursus où il y a de la musique. C'est bien qu'ils avaient une appétence et une connaissance de la musique, mais pas une connaissance forcément avec des savoirs théoriques tels que je viens de les évoquer. Donc leur apprendre à organiser leur perception, évidemment à les nommer, mais à les nommer dans des termes, d'abord qui peuvent être des termes techniques s'ils le souhaitent, mais qui peuvent être aussi des termes plus courants simplement. Ils vont apprendre à mettre des mots sur ce qu'ils perçoivent sur le plan auditif. Et ce faisant, vous voyez bien en quoi c'est très utile, parce que eux, quand ils vont être en position de médiateur, certes, parfois, ils pourront faire de la médiation à un public très averti, à qui ils pourront expliquer que là, on est passé de do dièse majeur à do dièse mineur, mais si ce n'est pas le cas, il va bien falloir qu'eux mobilisent aussi les perceptions auditives de leur auditoire avec des vocabulaires ou des symbolisations qui ne soient pas le résultat d'un long apprentissage théorique que le public n'a pas forcément parcouru. Et également, c'est du côté de l'objectif que les choses ont changé, puisque je suis passée d'une discipline, donc je disais tout à l'heure, d'érudition, donc d'un enseignement où l'objectif, c'était essentiellement compléter, approfondir des connaissances. La mobilisation de ces connaissances, ça serait pour plus tard et on verrait à quoi elles serviraient, mais ce n'était pas à moi de m'y impliquer dans mon enseignement, alors que, à Paris 3, dans le cadre de la médiation culturelle, et donc pour moi de la médiation de la musique, il s'agit aussi et toujours d'organiser connaissances et perceptions auditives en s'interrogeant sur le sens qu'ont ces perceptions et sur un sens qui est collectif, donc je vais oser le mot, sur le sens social de ce que sont ces musiques sur lesquelles ils développent leurs repères et ces sensations auditives sur lesquelles ils apprennent à poser des mots. Alors, je vais passer à quelques exemples de situations pédagogiques pour que vous voyez comment les choses se sont déroulées dans certains cours. Donc, je vais vous parler d'un atelier de médiation musicale. Comment je vais dire? Non, c'était de médiation de la musique plutôt, qui s'est déroulé en 3e année, on ne rit pas, qui s'est passé en 3e année avec des étudiants à qui j'avais
proposé d'imaginer leur propre, c'était leur première expérience, je pense, quoi qu'ils l'ont peut-être aussi un peu en deuxième année. Hein. Donc c'était leur deuxième expérience dans le domaine, mais enfin ils étaient quand même assez frais, hein, des étudiants d'une vingtaine d'années, à qui j'ai demandé de construire par petits groupes de 3 ou 4 un projet de médiation chacun, choisissant un objet qui leur plaisait. Et la première consigne, c'était vous allez devoir travailler avec de l'écrit. Donc ce n'était pas une médiation purement orale, l'exercice consistait à utiliser l'écrit. Donc j'avais diffusé la pratique de l'écrit en 3 grandes directions. Une écriture verbale, on utilise des termes, des mots, mais ces mots n'ont pas besoin de technique, hein. Enfin on utilise des mots pour parler de la musique. Deuxième chose, une graphie symbolique. L'exemple que j'avais pris, c'était à la manière d'une pochette d'album. Comment est-ce qu'on peut faire correspondre une image, quelle que soit son organisation et sa teneur, à une musique. Donc la musique dont vous parlez, à un moment donné, vous allez vous attacher à en proposer une symbolisation. Et puis, la troisième chose, c'était une graphie. Donc je disais encodage. Alors le mot leur a beaucoup plu. Ils ont réutilisé le mot énormément dans leurs travaux. Donc l'idée, c'était noter la musique, mais attention, pas en utilisant les notes solfégiques. Que vous les connaissiez ou pas, ce n'est pas tellement la question, mais c'est que vous allez vous imaginer que votre public ne les connaît pas. Or, ça n'empêche pas du tout de noter la musique. Donc, on avait fait des petites possibilités ensemble et ils avaient été invités dans leur travail à chacun proposer un codage. Et ce qui a été, alors ça c'était le moment, si vous voulez, un peu inintéressant du semestre, celui où je leur donnais des consignes. Et puis il y a eu le moment complètement passionnant, sur le plan mais vraiment pédagogique merveilleux, qui était le moment où je leur ai dit, maintenant que votre médiation est construite, vous allez la tester avec nous. Donc chacun passait devant les autres, et les autres servaient de cobayes, qui non seulement étaient donc expérimentés du point de vue du récepteur, ce qui se passait pour eux quand on leur proposait cette médiation, mais surtout, tant essentiel et qui constituait vraiment la moitié tout aussi importante que l'autre, une moitié vraiment aussi importante que l'autre, c'était de dire comment ils avaient expérimenté cette médiation, donc de faire le retour explicite au médiateur sur la manière dont ça s'était déroulé. Et on s'était aperçu très rapidement, moi j'ai construit le cours en le faisant en fait, hein, puisque c'était vraiment première année, découverte de ce type d'enseignement, je me suis aperçue très vite que dans chaque médiation, il y avait des temps, souvent un, mais parfois 2, un temps qui était le temps fort, le temps central de la médiation, où quelque chose se passait de l'ordre vraiment d'un partage qui était loin d'être uniquement cognitif, mais qui était largement émotionnel et humain. Vous voyez, vraiment quelque chose où tout d'un coup, on vivait une expérience musicale ensemble. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ces grands moments, parce qu'ils ont constitué vraiment des apports qui me paraissent aussi parler de ce que c'est qu'enseigner la médiation de la musique, et j'imagine que vous allez bien voir en quoi c'est différent d'enseigner, donc je parle de mon expérience, d'enseigner la musicologie. Ça parle aussi de la différence entre médiation musicale et musicologie, en tant que discipline, si vous voulez. Alors, la première expérience dont je vais vous parler, c'était une médiation qui présentait le glam rock. Et là, les personnes qui ont fait ça, donc je vous le dis tout de suite pour écarter cette chose-là, la seule chose c'est que c'était une médiation où la musique n'était pas au centre. En revanche, elles ont énormément travaillé sur un magnifique PowerPoint qui présentait différents groupes de glam rock en analysant comment ces groupes s'inscrivaient dans l'esthétique glam rock. Donc du point de vue visuel, hein, je suis d'accord que là je suis un petit peu aux frontières, elles étaient aux frontières. En attendant, ce qui m'intéresse, c'est que le temps fort de leur médiation, c'était un quiz qu'elles avaient prévu à la deuxième moitié de leur intervention. Et ce quiz a été un moment de bonheur collectif complet, à la fois pour elles et pour nous, parce qu'elles ont proposé des groupes contemporains, donc qui n'étaient plus de la période vraiment historiquement considérée comme la période du glam rock, mais la question qu'elles posaient, c'est, d'après vous, et d'après ce que nous avons vu, est-ce que vous diriez que ces groupes semblent être influencés par le glam rock ? Ce qui fait que, et là, elles nous ont donné 3-4 exemples visuels, ce qui fait que, d'une part, elles avaient réussi à nous faire réinvestir immédiatement ce qu'elles venaient nous enseigner sur ce qui constituait l'identité visuelle du glam rock. Deuxièmement, à le faire à des questions ouvertes, puisque selon vous et d'après ce que nous avons dit,
Qu'est-ce qui fait que ces groupes sont ou ne sont pas glam rock? Il suffisait de nous dire, moi c'est à cause de tel élément, comme vous avez dit que je pense que. Donc il n'y avait pas de fausse réponse. Donc tout l'élément malaisant qu'il peut y avoir parfois, quand il y a une question posée et que la personne se sent tout à coup mise devant une ignorance ou une incompétence, vous savez comme ça peut arriver parfois, quand on est en train d'acquérir une nouvelle compétence ou un nouveau savoir ou une nouvelle sensibilité. Donc tout cela était impossible, la question était ouverte. Et en plus, troisième point fort de ce quiz, elles avaient, à chaque fois qu'on avait, donc elles laissaient plusieurs personnes répondre, et elles concluaient tout le temps, et c'était très rapide en même temps, en disant, nous, ce qu'on a pensé, c'est que, donc à la fois, elles relativisaient leur propre savoir, et en même temps, elles nous donnaient quand même la satisfaction de clôturer l'épisode en nous indiquant ce qui était pour elles la réponse. Donc il y avait une espèce de moment qui était, du point de vue de la médiation, extrêmement réussi et satisfaisant pour tout le monde. Deuxième exemple, qui a été ça aussi un grand moment, c'était les premiers qui sont passés. Ils voulaient nous parler, l'objectif n'était pas très clair, je vous dis c'était un peu encore des expériences, mais à la fois ils voulaient nous parler de la trompette, et à la fois ils voulaient nous parler du jazz. Vous voyez, il y avait une espèce de double orientation de la médiation. Et ils nous ont fait écouter un morceau. Première chose, premier élément de leur médiation, écoute d'un morceau, on écoute tous ensemble. Et un des médiateurs nous dit, je vais, pendant que le morceau se déroule et que vous allez l'écouter, je vais tracer, je vais écrire sur le tableau. Et je vais faire certaines choses, et je vous demande de me dire ce que, d'après vous, à quoi correspond musicalement ce que j'aurais dessiné au tableau. Et ils ont lancé la musique, et lui, il a commencé à tracer des traits qui n'étaient pas du tout des notes, qui étaient des traits qui avaient l'air plus comme une œuvre graphique, vous voyez, comme une ligne souple qui suivait la musique, qui parfois s'arrêtait et repartait, donc effectivement, pas toujours à la même hauteur, et puis je vous dis, avec des moments d'interruption. Et assez rapidement, c'était bien prévu, puisque pour tout le monde, il s'est avéré qu'il était en train de suivre les interventions de la trompette à l'intérieur de ce morceau que nous étions en train d'écouter. Ce qui était parfaitement réussi pour moi, c'était, et en discutant avec le groupe, on était tous d'accord. Ce qui était incroyable, c'était l'unanimité de ce qui avait été réussi et particulièrement prégnant dans la médiation en question. Ce qui était particulièrement réussi, c'était que, d'une part, comme il dessinait la trompette, si l'on peut dire, du coup, du point de vue auditif, notre oreille était incroyable. D'abord, notre oreille était stimulée à d'abord chercher. Donc l'oreille, elle était stimulée à se promener dans la texture musicale tous azimuts, à aller chercher tous les éléments possibles. Donc vous imaginez l'attention auditive un petit peu décuplée pour tout le monde. Et puis l'autre chose, c'est que lui, c'était un musicien, je pense, très, je ne sais pas comment vous dire, très naturel, très bien dans sa posture, à la fois de musicien et sur scène. Vous voyez, quelqu'un qui respirait le bien-être dans sa manière de transcrire comme ça la musique. Et du coup, il y avait cette espèce de triple entrée dans la musique, et là en l'occurrence dans la mélodie de trompette, qui était une entrée auditive bien sûr, puisqu'on était centré notre oreille était centrée dessus, une entrée visuelle, puisqu'on pouvait visualiser au moins comme lui il le faisait, ce que la trompette jouait, et même j'irais jusqu'à dire une entrée corporelle, on pourrait dire kinesthésique, si certains sont familiers avec ce mot, c'est-à-dire que dans le mouvement qu'il proposait, il y avait vraiment une habitation par le corps de ce son de trompette et de ce trait qui était dessiné au tableau. Et par conséquent, il nous a vraiment emmenés, chacun par l'entrée sensorielle qui convenait le mieux à chacun d'entre nous. On n'a pas tous les mêmes tendances sensorielles, et là, on entrait. Enfin, de toute façon, là, il nous laissait, si c'était pas par-ci, c'était par-là, tout était présent, et c'était un moment de musicalité très intense. Et je donnerai un troisième et dernier exemple, parce que je pense que j'ai déjà beaucoup, oui. Donc un troisième et dernier exemple, qui était là une intervention, une médiation, qui voulait justement inviter le groupe à percevoir que la musique que l'expérience musicale permet de partager certaines émotions, de les mettre en commun. C'était l'idée de ces deux médiatrices. Et elles avaient prévu pour cela un morceau instrumental, et elles allaient nous inviter, donc elles allaient stimuler notre faire, pas seulement notre écoute ou notre sensibilité émotionnelle. Elles voulaient nous inviter, elles avaient prévu des crayons de couleur, à colorier
sur une feuille en choisissant notre couleur en fonction du passage musical où on était et à mettre de cette manière en commun nos perceptions colorées de manière à ce que ça corresponde aussi à nos sensations d'émotions successives. Vous voyez, une espèce d'association entre couleur et émotion qui est tout à fait une proposition qui peut être faite. Et sauf qu'elles ne sont pas entrées dans le sujet comme ça, en disant voilà, on va écouter un morceau, vous allez prendre des crayons de couleur et vous colorerez chaque partie de la couleur qui vous paraît correspondre pour vous à votre perception. Non, elles ont commencé par induire une petite transe hypnotique. Alors c'était fait de manière extrêmement restreinte et modeste, vous voyez. On était simplement assis ensemble et elles nous ont simplement bien associés à nos sensations corporelles, à notre respiration. Mais là où je veux en venir, c'est qu'elles sont intervenues la dernière séance du semestre. Alors, je suppose que pour tout le monde ici, dernière séance du semestre, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que, vous voyez, la fin du mois de décembre, quand on est déjà fatigué des efforts, que on est dans l'hémisphère nord, que la météo est de pire en pire, qu'on voit arriver Noël qui est peut-être une fête ou peut-être une corvée, mais en tout cas qui est un temps fort et qu'on ne se sent plus tellement l'énergie de le vivre, et qu'on arrive en cours en se disant « Ah, c'est la dernière, ouf !» Après, on se repose. Et elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles nous disent « Alors, on va vous inviter à bien sentir comment vous êtes assis dans votre chaise, peut-être que vous avez vos pieds bien à plat sur le sol, et puis sentez bien comment est votre respiration. » Et ça a pris quelques secondes pour que tout le monde qui les écoutait se mette dans une situation de sérénité intérieure. Enfin, vous voyez, je ne vais pas non plus employer des grands mots, mais vous voyez, tout simplement qu'on arrête de penser à toutes les choses qui nous traversaient, ou bien qu'on arrête de sentir qu'on était fatigué et lassé et qu'on avait envie que ce soit fini, et qu'au contraire, on était en disponibilité complète pour, maintenant, vous allez prendre des crayons de couleur, vous allez écouter la musique qu'on va vous passer, et vous allez nous proposer, vous allez colorier avec la couleur qui vous paraît convenir à la musique. C'est-à-dire qu'elles ont induit une position qui était de disponibilité intérieure pour ce qu'elles avaient envie de nous faire partager. Donc, ce que j'espère avoir indiqué à travers cette intervention, c'est non seulement la distance entre deux types de disciplines et deux types aussi de pratiques intellectuelles et deux types de pratiques pédagogiques, évidemment aussi des profils très différents en termes d'étudiants et surtout d'objectifs intentionnés à travers le parcours d'études, mais c'est aussi que en enseignant la médiation de la musique plutôt que la musicologie, je m'aperçois à quel point la médiation, si vous voulez, musicologie, il y a recul réflexif derrière, il y a le logis, d'accord, qui vient dire recul réflexif. Au contraire, dans la médiation, je pense que les moments qui constituent l'identité de cette discipline et donc de cet enseignement que je pratique maintenant, ce sont des moments où l'on partage ensemble un moment particulier qui va nous transformer et qui ne transforme pas seulement les étudiants, en l'occurrence dans mon cas, ou bien dans le cas quand vous allez être médiateur ou quand vous l'êtes, qui ne transforme pas seulement votre public, mais qui vous transforme vous aussi, ensemble et en même temps que votre public. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire.